Comment devenir un champion de la tech mondiale et le rester? Le témoignage tout de suite de Rachel Picard qui est avec nous cet après-midi et qui préside le conseil d'administration de Criteo. Elle est interrogée par le fondateur de Views Co, Andrés Menajowski. Bienvenue à tous les deux et merci de nous rejoindre. Bonjour Rachel, allez-y, je vous en prie, installez-vous. Et Andrés, c'est fait. Hello. Allez, c'est parti. Hello, bonjour tout le monde. Ça va? J'ai cru entendre qu'il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. J'ai l'impression que ça continue cet après-midi, et ce depuis ce matin. Mais moi, je suis impressionné en fait par ma voisine, la personne que j'accueille aujourd'hui. Car Rachel, je te connais, puisque tu me connais. Tu as occupé des postes assez impressionnants. Tu as pris de grandes décisions pour une grande compagnie. Tu vas nous l'expliquer. Et aujourd'hui, on va parler pas mal de Criteo, et pas que. On va parler pas mal de notre marché. Mais peut-être justement quelques mots sur ton parcours, Rachel, pour commencer. Bonjour tout le monde, bonjour Andrés. Je viens d'apprendre que mon camarade est argentin et moi j'ai habité longtemps au Chili et les Argentins et les Chiliens se détestent. Donc je ne sais pas comment on va mener cet entretien pendant 15 minutes. Mais alors je ne vais pas répondre parce qu'on risque de parler d'autre chose. Alors on en parlera après. En quelques mots, moi j'ai un parcours en 3 phases. La première, c'est du développement commercial dans des projets un peu fous, en particulier au Chili pour l'ouverture d'une station de ski et puis pour l'ouverture du parc Disney en France. Une deuxième période digitale, tombée dedans en 2000, oui, ça fait longtemps déjà, en créant une start-up et puis ensuite à la tête de voyagesncf.com, que vous connaissez tous. J'ai pris tout petit et mené jusqu'à être le premier site de e-commerce français. Et puis une troisième phase, plus de transformation, retournement en tant que DG, d'abord des gares françaises, pour les transformer en gestionnaires d'actifs et de flux voyageurs. Plus basiquement, vendre des mètres carrés à des enseignes renommées pour faire monter la qualité de service et financer les investissements. Et puis, plus dernièrement, donc TGV, en créant le low-cost et en le développant Ouigo, que vous connaissez aussi, j'en suis sûre, et qui fait maintenant voyager 20 millions de Français chaque année à pas cher. Assez impressionnant. Alors j'aurais plein de questions, ça pourrait durer des heures. Je crois qu'on va se recentrer sur le sujet, à savoir Criteo. Alors pourquoi tu as choisi Criteo, que tu présides? Oui, je ne vais pas préciser du coup. Donc je préside Criteo depuis 2020. Alors pourquoi Criteo? D'abord parce que le digital, c'est une grande passion pour moi. J'en suis pas ressortie depuis que je suis tombée dans la marmite. C'est un vrai vecteur de progrès, de transformation, d'ouverture. C'est un endroit où on invente chaque jour ce qu'on va faire demain et c'est assez magique. La fierté du petit Frenchie qui est parti chatouiller les GAFAM en Californie sur leur terrain en se cotant au Nasdaq il y a déjà presque 10 ans, donc assez gonflé. Et puis une rencontre avec Jean-Baptiste, le fondateur bien sûr, et puis les défis aussi dans un monde en permanente effervescence, et vous en parlez depuis ce matin. Effectivement, je crois qu'il y a pas mal d'acteurs qui connaissent cette effervescence aujourd'hui, on sent cette effervescence aujourd'hui. Dans ce lieu, dans cette salle. Peut-être quelques mots sur Criteo, Big Picture. Alors, on sait, enfin moi j'admire le parcours de Criteo, mais c'est peut-être bien de rappeler quelques chiffres aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, Criteo, d'abord c'est des gens. J'essaie de vous voir en fait dans la salle. Je sais pas si c'est dur de vous deviner. Fait, il y a une lumière blanche, on voit rien du tout. C'est 3000 personnes, dont plus de 1000 en R&D, en produits, et en particulier quasiment la majorité en France. C'est des clients. On a 22 000 clients annonceurs, ça fait un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, et en croissance de 10% cette année encore. Et puis, c'est de la techno. Pas mal quand même. Oui, ça va. Avec l'historique, toujours 10% de croissance. C'est vrai que ce n'est pas une année simple. Et puis, de la techno, bien sûr, avec les données et l'intelligence artificielle au cœur de nos sujets. Alors là, des chiffres que j'ai fallu chercher pour vous et qu'on connaît moins.
Criteo, c'est 725 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. C'est absolument gigantesque. Et donc, tout ça est géré, stocké plutôt dans 45 000 serveurs dans 7 data centers, qui ne sont pas aux États-Unis. C'est bien. Pour ceux qui sont traités en Europe. Voilà, donc c'est beaucoup de techno. Et puis peut-être un dernier point sur la mission, parce qu'elle a beaucoup évolué. Tu parlais du parcours. Vous avez tous connu Criteo, champion du retargeting. C'est comme ça qu'on s'est construit et qu'on a fait cette croissance incroyable. Aujourd'hui, Criteo est vraiment à basculer sur une plateforme de commerce média, ce qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est que le commerce média? C'est la diffusion d'une publicité intelligente. Alors, à l'aide des cookies, on en a beaucoup parlé dans les derniers, on va en reparler, ou autres techno, et qui permet donc de diffuser une publicité intelligente tout le long du parcours d'achat de l'internaute en utilisant des données commerciales. Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Très clair. Mais la valeur, si on parle de valeur, qu'est-ce que, tous les jours, Criteo apporte à ses utilisateurs, divers et variés? Comment est-ce que tu la définirais, cette valeur? Alors, c'est vrai qu'on est dans un écosystème et qu'on organise un peu des boucles ou des liens entre différents univers. Le premier univers, c'est celui des annonceurs, des marques. Donc, la valeur qu'on apporte aux marques, c'est de générer des ventes, pour le dire simplement. C'est d'aller promouvoir leurs produits tout au long du parcours d'achat des internautes et de lui donner la capacité de mesurer en fait l'efficacité de chacun des points de contact. Donc c'est une meilleure performance et c'est une alternative aux GAFAM. Je vais le dire plusieurs fois, je répète, c'est une alternative aux GAFAM. Excellente alternative. Pour les éditeurs... Une sacrée mission. En partie, oui. Pour les éditeurs, c'est une manière de mieux valoriser leur espace média grâce à de la publicité qui est performante. Le fait de les regrouper dans un écosystème, un ensemble de réseaux, qui sont de réseaux de sites éditeurs qui sont des milliers, et de mettre une intelligence commune, en fait, grâce à l'IA au-dessus de ce réseau, permet de lui donner des critères de performance, de pub, aussi compétitifs par rapport qu'à celle, finalement, des gatekeepers. Donc, encore une fois, ça permet de maintenir un réseau d'Internet libre et ouvert à côté des gatekeepers. Et puis, dernier point, c'est dommage que Marie-Laure Denis soit partie, mais c'est le sujet de la responsabilité et de l'éthique. La donnée, elle est au cœur de notre moteur depuis toujours. Et donc, on est privacy by design, pour reprendre ces mots. Et on a vraiment une conviction éthique et de responsabilité très forte. Et alors, juste 2 exemples, parce que concrètement, peut-être, quand on parle de... C'est marrant, je te voyais venir là sur le concret. Alors, la commission éthique, le comité éthique interne, en fait, c'est un comité produit qui vérifie tout au long de la création du produit, depuis la conception jusqu'à l'utilisation, qu'on respecte bien les composantes éthiques qu'on s'est données, et ça va bien au-delà de la partie légale ou juridique. Donc ça, c'est plutôt sur l'interne. Et sur vis-à-vis de l'externe, on a une règle d'or, qui est la répartition de la valeur et du revenu qu'on arrive à générer auprès de nos clients annonceurs. On en reverse 60% au réseau, aux éditeurs qui sont dans notre réseau. Et alors ça, pour le coup, c'est vraiment une de mes batailles. Ce revenu publicitaire est un des éléments qui permet de faire, c'était très bien dit tout à l'heure, de donner accès de manière libre et gratuite à du contenu de qualité sur le web. Et ça, on ne voudrait vraiment pas le perdre. Alors je suis sensible parce que je suis éditeur de médias. C'est vrai. Et c'est assez important de nous aider, via la pub notamment. Criteo, c'est aussi un symbole. C'est un acteur qui fait sens pour la scène tech, pas seulement française, pas européenne même, et du coup même mondiale. La question, c'est après 10 ans d'un storytelling plutôt, de success story plutôt forte, c'est comment, moi c'est vraiment la question que je me pose quand on voit maintenant que le digital mûrit. Comment est-ce qu'on maintient cette croissance? Comment on se réinvente?
comment on reste leader, comment on reste référent, parce que je pense que c'est ça le grand challenge, l'un des grands challenges. C'est un challenge tous les jours. D'abord, Criteo, le choix de l'international a été fait tout de suite. Et l'international aux États-Unis, Jean-Baptiste Rudel est parti s'installer en Californie très tôt, c'était quand même pionnier. Et je pense que c'est critique pour nos entreprises de la French Tech, et notamment aux États-Unis en fait. Nous, on a un petit problème en France, c'est que notre marché domestique, il est nativement tout petit. Si je prends l'Europe, c'est pas un marché, l'Europe. C'est une juxtaposition de marché avec leur culture, leur langue, leur législation, leurs régulateurs. Donc à chaque fois, c'est compliqué d'en faire un tout. Or, la mise à l'échelle est absolument critique dans nos métiers, en fait. Et puis en face de nous, on a des gens qui, nativement, sont sur des marchés 5 à 20 fois plus gros que nous, pour ne pas citer les États-Unis et la Chine, et qui donc pratiquent le Big is Beautiful des tout petits. Donc l'international, ce n'est pas une option en fait pour nous tous. Je pense que c'est vraiment une nécessité et il faut y aller alors dans le bon timing, mais vraiment avec une forte ambition et un produit un leader sur ces marchés. Et c'est ce qu'a fait Criteo, donc c'est possible et ça continue aujourd'hui. On a plus de la moitié de notre chiffre d'affaires qui est toujours fait à l'international, bien plus que ça. Donc c'est une réalité en fait depuis le début dans l'entreprise et c'est exigeant, mais voilà, ça stimule aussi. Peut-être aussi, alors l'international est clé, ces proportions internationales est assez impressionnante, ça fait rêver, je pense, pas mal d'acteurs ici. Il y a aussi peut-être une question de métier. On entend pas mal parler de retail média. Vous êtes, je crois ne pas me tromper, leader. Je me suis traité sur Views le rachat de Logic. Quelques mots, parce qu'il ne reste pas tant de temps que ça passe vite, sur ce sujet de réinvention du métier peut-être. Logic, Criteo l'a racheté en 2016, donc c'est depuis 2016 que Criteo est sur le retail média, donc effectivement dans les tout premiers ou le tout premier. Donc Retail Media, on vous en parlera tout à l'heure, donc je vais laisser le teasing, mais ça crée un cercle vertueux en fait entre les marques, et les produits et les marques des produits, et puis les e-commerçants. Donc nous, on travaille avec les plus grands, aux États-Unis beaucoup, avec Walmart, Ponty-Tecke, Fnac Darty en Petite France. référence, Walmart. Petite référence, au hasard. C'est la première brique de notre plateforme Commerce Média qui en fait un peu la même chose, mais en beaucoup plus large et plus puissant, en embarquant en fait tout l'écosystème de l'ensemble des annonceurs pour tous les services, etc. Et en élargissant à tous les éditeurs et pas seulement les e-commerçants. Mais c'est exactement la même logique et c'est pour ça qu'on est légitime et qu'on amène nos assets d'intelligence artificielle et du fameux algorithme qu'on possède, dont on m'a encore dit avant-hier que c'était le meilleur du monde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet. Et on l'élargit ça à l'ensemble de notre écosystème. On sait que en ce moment, c'est une autre question importante, je crois, du secteur, les valeurs techno sont un peu secouées. Criteo a connu un parcours un peu chahuté il y a quelques temps. Avec le recul, comment et plutôt aujourd'hui, vous en tirez plutôt bien, surtout vu le contexte. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Là, le temps est vraiment court pour parler de tout ça. En fait, peut-être juste pour donner deux là-dessus. Nous, on est tombé au fin fond à 6 $ l'action au moment. Tout ça parce que Google a émis l'hypothèse d'une pré-annonce. Il allait arrêter les cookies tiers. Je pose ça en réflexion pour l'année prochaine, un petit débat philosophique sur la vulnérabilité quand on parle de souveraineté digitale dans notre pays. Je ferme ma parenthèse. On a fait deux choses parce que c'était une crise vraiment existentielle. La première, c'est de se repositionner, de faire un retournement stratégique en profondeur. C'est ce que je vous ai raconté sur le commerce média, en partant de nos actifs. Et la deuxième, c'est de se donner du temps. Et pour faire ça, on a privilégié la gestion bon père ou mère de famille, comme on dit, donc une gestion rigoureuse, plutôt que l'hypercroissance sur laquelle sont beaucoup les valeurs technologiques. Et donc, on a privilégié le cash et la rentabilité. Je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est un peu ce qui devrait inspirer
des boîtes en ce moment? Malheureusement, en fait, avec les sorties en bourse qu'il y a eu très récemment et les effondrements qui n'ont rien à voir avec ceux qui l'ont fait et leur talent, ça les oblige en fait à prendre aussi ces perspectives-là. Et on voit bien aujourd'hui chez les investisseurs que le terme de rentabilité est demandé 9 fois sur 10 et on ne l'entendait pas du tout encore il y a 18 mois en fait. Donc c'est un vrai changement. Et même chose, c'est des choses qu'on apprend à faire et qu'on a aussi fait chez Criteo après 7-8 ans de croissance folle en fait. Donc encore une fois, ça se fait. Alors, bon, moi j'ai deux petites questions. Peut-être très rapide, dans une minute. Alors, on va s'offrir une minute quand même. C'est peut-être très rapidement les prochaines années. C'est quoi les perspectives? Est-ce qu'il y a 1-2 axes qu'on pourrait citer? Alors, à très court terme, on est très focalisé sur l'intégration de HyponWeb, qui est la petite entreprise de 400 ingénieurs qu'on a racheté en Russie. Un vrai bonheur. Bon timing. Le 1er mars, extrêmement bien inspiré. Donc on s'est battu pendant 6 mois pour relocaliser, etc. Donc voilà, tout ça s'est fait, on y tenait vraiment et ça prouve aussi que le deal est hyper solide et qui fait vraiment sens parce que tout le monde s'est battu pour le faire, eux et nous. Et donc c'est vraiment une plateforme techno qui va nous permettre de gagner des années de dev en interne. Donc on est très content de ça. Maintenant il reste l'intégration des gens et de la techno. C'est pas les plus simples, mais c'est passionnant. Et puis le deuxième, c'est de poursuivre nos investissements, de poursuivre le travail avec nos partenaires et évidemment d'aller en chercher d'autres. Et puis on a cette immense ambition d'être un des leaders du commerce média, dont le marché potentiel est estimé à plus de 100 milliards de dollars dans quelques années. Et donc voilà, on est en pole position, mais on a encore du boulot, donc on va s'y mettre dans la minute qui vient, puisque le temps est expiré. Bravo, bravo, merci beaucoup.